que la vie le permet, elle l'empêche aussi. Trop de choix, tu le choix, quoi. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour une nouvelle saison et un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager et je vis désormais près de Toulouse. Merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice. Depuis 1 an, je co-anime le podcast parce que j'aimerais bien quitter Paris pour le Pays Basque. Je flippe, mais je fais avancer mon projet grâce aux rencontres toujours étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous aussi, vous rêvez de quitter Paris mais ça vous fait peur. Vous ne savez pas par où commencer. Oui, c'est ça comme moi. On dirait que t'es coincé dans le placard d'Harry Potter. Mais je suis coincée. Ouvrez-moi la porte. Si comme Anna, vous êtes dans cette situation, de ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger, mais que vous ne savez pas par où commencer, à votre installation, en passant par l'organisation du déménagement, on est là. Alors, pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais j'allais le dire, figure-toi. Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour en métropole et en dehors de ces très grandes villes. En quoi l'endroit où on vit influence notre vie amoureuse? Aime-t-on Paris en ville ou ailleurs? De quoi l'anonymat de la ville nous libère-t-il? Et enfin, l'amour est-il vraiment dans le pré? Pour m'aider à répondre à toutes ces questions, j'accueille aujourd'hui la pétillante journaliste Pauline Machado qui a dit Ciao Paris pour Dieppe. Elle est l'auteure de Foule sentimentale, comment la ville impacte l'amour, aux éditions Les Pérégrines. Lecture que je ne peux que vous recommander. Dans son essai, Pauline mène l'enquête, brise les mythes, interroge les experts, recueille des témoignages. Elle y mêle avec talent aussi bien son ressenti personnel que des données chiffrées et des références culturelles. Pauline, bonjour. Bonjour Annabelle. Dis-nous qui tu es, Pauline Machado? Alors moi je suis journaliste depuis 10 ans. J'écris pour de la presse féminine et féministe. J'ai habité Paris pendant très longtemps. J'ai fait mes études ici, à Paris du coup. J'ai quitté Paris en 2022. Que te dire d'autre? Je suis maman d'une petite fille de 4 ans et demi et j'aime parler d'amour. Ça tombe bien, on est là pour ça entre autres. T'es de Paris à la base? Non, c'est vrai, on dirait que je commence ma vie à mes études, mais pas du tout. Moi je suis née à Fontainebleau, donc quand même pas loin de Paris. Et à 6 ans, on a déménagé en Haute-Savoie et on est parti dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Jean-d'Eau. À l'époque, en haute saison, il y avait 800 habitants. Donc voilà, ça change de la région parisienne. Moi, j'ai fait ma primaire là-bas et après, on a déménagé au bord du lac d'Annecy, où j'ai grandi jusqu'à... où mon père habite toujours. C'est vraiment mon ancrage, quoi. J'ai quand même grandi dans des endroits qui étaient... où tu vois Paris un peu comme la capitale. Moi, j'avais vraiment cette vision hyper glamourisée. Du coup, c'est ce que j'aborde dans le livre de... lieu de rencontre, un peu château des contes de fées, quoi. J'étais biberonnée aux comédies romantiques, donc j'avais vraiment cette idée-là. J'arrive à Paris pour les études, et puis tout ce qui va avec, quoi. Après des années à Paris, t'es partie à Dieppe. Tu peux nous raconter ton Ciao Paris? Au bout de 10 ans à Paris, même un peu plus, parce que je suis arrivée en 2009, donc 13 ans, je suis partie pour la Normandie, parce que après 2 ans de confinement, à vivre dans un 45 mètres carrés avec un bébé, qui du coup est devenu une petite fille, c'était assez étouffant. Il y avait l'envie d'avoir plus de pouvoir d'achat, d'être proche de la mer, de la nature, d'habiter dans quelque chose de plus grand. Et à l'époque, on est parti sur un projet familial, alors après, voilà, les choses se sont passées différemment, mais en tout cas, l'envie de partir, c'était ça, c'était cette envie de verdure, de nature. Ouais, d'espace. D'espace, exactement. Et en fait, d'espace à la fois pour que ma fille puisse grandir, mais d'espace pour moi aussi, parce qu'à ce moment-là, à Paris, je me sentais quand même pas mal étouffée, parce que j'habitais dans un endroit qui, pour Paris, n'est pas petit. Étant donné le prix des loyers, beaucoup de personnes habitent en famille dans 40 mètres carrés.
Mais ayant grandi en province, en fait, t'es habitué à plus de place pour chacun, quoi. Et un extérieur et tout ça. Donc c'était vraiment pour le confort de vie. Et Dieppe? Parce que le papa de ma fille est de Dieppe. Il y avait des points de chute, un point de chute familial. Ma meilleure amie aussi habite là-bas. Enfin, a déménagé à peu près au même moment. Du coup, aujourd'hui, t'es un peu entre les deux. Voilà. Je suis une semaine à Dieppe, une semaine à Paris. Surtout pour le travail, Pour non? le travail, ouais. C'est bien aussi d'avoir un peu cet entre-deux. Comment les deux villes influencent ta façon de vivre ou de penser? Est-ce que tu ressens que ça, voilà, que parfois tu te dis ah ça c'est vraiment parce que j'ai ma petite bulle à Dieppe ou Ouais, il y a vraiment un truc de parfois quand je rentre à Dieppe, même pour quelques jours, je sais qu'il y a une sensation que la frénésie urbaine se met en pause un peu, qu'on arrive dans un endroit un peu cocon. Et où le temps est plus lent. Et à l'inverse, je sais que quand j'arrive à Paris, je suis contente de retrouver toute l'agitation, et c'est pas binaire, enfin c'est pas Dieppe n'est que apaisement et Paris n'est que frénésie, brouhaha. Il y a aussi plein de choses. Moi, à Paris, j'habite dans le 20e. Dans le 20e, on a ce côté village aussi. C'est pour ça que je dis que c'est pas binaire. Tu peux te sentir seule à Dieppe alors qu'il y a beaucoup moins de monde et écrasée par le rythme. Alors moi, j'ai de la chance de travailler à la maison, donc je suis pas du tout écrasée par un rythme. Mais je veux dire, il y a des gens qui sont sur les chapeaux de roue dans une ville comme Dieppe ou en pleine campagne. Et inversement, à Paris, te trouver ton village et te trouver ta bulle. Oui, tu crées ton village à Paris. Ouais. Pas mal ça aussi. Je pense que c'est comme ça que tu survis en vrai. T'es vite devenue célibataire à Dieppe. Où as-tu trouvé ou cherché l'amour? On s'est séparés avec le papa de ma fille après être arrivé à Dieppe. Et plusieurs mois plus tard, c'est par des amis en commun. Donc t'as pas eu vraiment à chercher activement? Non, ouais, exactement. Et du coup, comment et pourquoi t'as décidé de traiter de ce sujet de l'amour dans les grandes villes et en dehors? C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, j'ai beaucoup écrit dessus et par expérience personnelle, je trouvais que en parlant avec mes amis, en voyant comment on vivait un peu toute la vingtaine, et soit les rencontres, soit la quête de l'amour, soit ce que nous faisait ressentir le célibat, parce qu'on est quand même assez conditionné pour penser qu'il faut être en couple, je trouvais ça intéressant dans une ville, le fait que tout soit très frénétique. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui résonnait entre la façon dont on fait des rencontres en ville et le bouillonnement de la ville culturelle, professionnelle et tout ça. Il y avait ce constat-là. Et puis, à force d'écrire dessus des articles assez courts, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose d'autre à crever à crever. À crever aussi, peut-être. Il y a quelque chose à crever, clairement. À creuser d'un point de vue sociologique, économique aussi, parce que je parle d'économie, culturelle, et du point de vue du genre aussi. En l'écrivant, j'avais vraiment envie que ce soit incarné, donc qu'on me retrouve moi, que j'écrive à la première personne, que je parle un peu de moi, mais je parle pas énormément de moi non plus, mais qu'on suive le fil de mes réflexions, et c'est une écriture un peu à l'américaine, parce que du coup tu mêles des recherches, des machins, des témoignages, et puis tu parles de toi. Et du coup, j'avais aussi envie qu'on puisse le lire d'une traite si on veut, ou en plusieurs étapes, mais qu'on puisse y revenir si on a envie de se dire « Ah tiens, ça, je suis en train de vivre ça, j'aime bien, enfin, j'ai envie de revenir à ce chapitre, et j'aime bien les livres comme ça. » Alors là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et à chaque fois, je me suis fait des petits titres qui reprenaient souvent justement tes titres que j'ai trouvé trop cool dans le livre. Donc, si Paris avait un parfum, j'ai mis qu'elle purait l'amour. En quoi Paris est si unique quand il s'agit du mythe de l'amour? L'impulsion révolutionnaire qu'il y a eu à la fin du 18e a permis au romantisme de s'installer. En fait, à cette époque-là, en Angleterre et en Allemagne, il y avait un courant qui naissait, qui était le courant romantique, et c'était d'exprimer le moi et les sentiments au-delà de la morale. Le courant romantique naît à Paris,
Et donc ça commence à forger un peu cette idée de Paris, ville des sentiments. Et en fait, 100 ans plus tard, il y a des gros travaux qui sont entrepris pour refaire un petit coup de neuf à Paris. C'est le baron Haussmann qui s'en occupe. Et ces gros travaux-là, ces gros axes-là, la naissance des grands magasins, va finir de catégoriser Paris comme ville des plaisirs, parce que du coup on y va pour flâner, on y va pour aller au resto, au théâtre, tout est organisé autour de ça à Paris, et pour aller dans les maisons closes et tout ça. Donc il y a un Paris érotique, Paris des plaisirs et Paris romantique qui se mêlent à cette époque-là, et ça va aussi attirer plein d'auteurs étrangers, américains, sud-américains, et tout ça, en fait, toutes ces choses-là vont cristalliser Paris comme la ville de l'amour, par-delà la morale. Ça va perdurer avec les comédies romantiques, avec tout ce que Paris attire à l'étranger. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que Paris est la ville de l'amour pour beaucoup de personnes, mais pas vraiment pour les Parisiens. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Dans l'épisode 49 de Ciao Paris, j'avais interviewé Manu, il a grandi en banlieue. Et il nous parle de Paris comme d'une ville des possibles dans la construction de son identité gay, de sa sexualité et de la création de son cercle d'amis. Et grâce à ton ouvrage et expérience, est-ce que tu as pu nuancer justement ce constat-là ? Bah ouais, c'est une grosse partie du livre ça. Et quand on me demande ce qui m'a le plus étonnée dans mes recherches, c'est vraiment ce côté-là de sortir d'une binarité qui ferait de Paris un espèce d'Eldorado LGBT, ou en tout cas de la grande ville, parce que ça peut aussi être Lyon, Lille et tout ça, parce que à l'inverse, les banlieues et la province ou les campagnes seraient forcément hostiles. Évidemment, c'est une réalité, il y a plein de personnes gays, lesbiennes qui vont dans les villes parce que elles sont pas acceptées de là où elles sont et que ça les empêche d'être qui ils sont et tout ça. Donc en ville, ces personnes-là vont être plus libérées et libres d'être qui elles sont. Mais il faut aussi savoir que Paris, c'est l'endroit en France où il y a le plus d'agressions LGBT-phobes, donc c'est clairement pas un Eldorado. Et à l'inverse, on peut aussi s'aimer en banlieue, on peut aussi, quand on n'est pas hétéro, on peut aussi s'aimer dans les campagnes et tout ça. Et il y a beaucoup de gens en fait qui en fait sont hyper attachés à leur campagne, qui adorent le milieu rural et qui ils sont pas forcément exclus et c'est important de le dire parce que du coup sinon ça contribue à stigmatiser les territoires, certains territoires, donc la banlieue qui serait forcément un enfer gay quoi, comme dit un autre chercheur qui s'appelle Axel Ravier, ou les campagnes pareil qui seraient forcément hyper homophobes et tout, et du coup les personnes queer de ces endroits-là ils se sentent forcément isolés. Ce sentiment du coup fait qu'ils vont se dire j'ai pas de choix, si je veux exister et vivre librement, il faut que je me casse. Et qu'en fait, du coup, ils vident les régions de cette communauté-là et ils deviennent de plus en plus invisibles. Le fait d'exister en région, en banlieue, ça fait aussi que les gens acceptent, peut-être changent de regard petit à petit. Ouais, et puis il n'y a pas qu'une seule façon d'être visible, en fait. C'est ce que disait Axel Ravier, le chercheur, le sociologue, qui étudie ces questions-là aussi en banlieue. Il peut y avoir une injonction à la visibilité en fonction de certains critères métropolitains où il faudrait avoir fait un coming out, que tout le monde le sache et tout. Et il dit en fait, quand deux hommes qui dans une cité vivent ensemble, vont faire leurs courses ensemble, ils sont aussi visibles. Voilà, on est visible comme on le souhaite et comme on le peut aussi, quoi. Et on a le droit aussi de pas... de vouloir garder sa vie privée pour soi pour n'importe quelle raison. Voilà, c'est pas parfois le silence autour de la sexualité en banlieue, il n'est pas forcément subi. Il peut aussi être choisi. Je reprends encore tes titres. Ce n'est pas un mec qu'elle cherche, c'est un CEO. Alors celui-là, j'ai adoré. Est-ce qu'on a les mêmes attentes du couple, la même façon de s'aimer, si on est dans une grande ville ou en dehors ? Dans les grandes villes, le fait de commencer à travailler plus tard, d'avoir une stabilité plus tard, on s'engage dans un couple moins rapidement. Après, au niveau de l'engagement, tu as aussi un peu des différences, tu vois, entre les hommes et les femmes. C'est vraiment en train de changer, mais je veux dire, nous, à 30 ans, on a bien été quand même conditionnés pour... avec les films, avec le fait de vivre dans une société patriarcale, la réussite n'est pas valorisée de la même façon si t'es un homme ou une femme, et l'engagement n'a pas la même signification si t'es un homme ou une femme.
Donc c'est ça aussi qui va faire que les femmes, elles vont être un peu plus dans la quête de l'amour, alors que les hommes, ça va avoir une dimension un peu plus responsabilisante de se mettre en couple et un peu plus posturale de chef de famille, si je caricature vraiment. Et donc, en tant que femme, on va être dans une attente d'être choisie. Le prince charmant. Exactement, c'est le message qu'on nous inculque. Alors évidemment, je dis pas que c'est ce que les femmes pensent aujourd'hui. Bref, cela dit, pour revenir à la ville et à la campagne, t'as des attentes un peu différentes dans... j'ai l'impression que t'es plus exigeant parce que tu te dis que tu peux trouver mieux en fait ailleurs. Donc tu laisses moins le temps à la rencontre, vraiment, tu croises plein de monde. C'est ce champ des possibles là en fait qui vient te mettre limite des bâtons dans les roues. Bah c'est ça en fait. C'est un peu ça, c'est ce que la ville permet, elle l'empêche aussi. Trop de choix, tu le choix quoi. Et t'es dans un culte de la rapidité, c'est la sexologue Amel Tahir qui dit ça. T'es vraiment dans un truc où il faut tout de suite que tu ressentes, il faut tout de suite que tu te dises que la confiance s'installe, il faut... Et donc ça, c'est un mix, à la fois ce qu'on nous explique dans les comédies romantiques, que ce serait magique et que la personne viendrait chambouler ta vie pour le mieux, et à la fois t'es dans une grande ville où tout va tellement vite et t'as l'habitude de tout avoir tout de suite dès que tu le veux, et du coup tu laisses moins le temps aux choses. Et en dehors des villes, alors je trouve qu'on aime pareil, hein. Mais par contre, en dehors des villes, comme il y a moins de ce champ des possibles et que tu es stable, tu fais moins de longues études, donc du coup tu t'es stable financièrement aussi plus vite et tout, tu es à des étapes de vie plus rapidement, plus engagée plus rapidement. Ouais, tu vas peut-être plus prendre le temps de rencontrer quelqu'un. Tu sais que la personne, elle fait partie souvent de ton cercle professionnel ou d'amis assez proches parce qu'il y a moins de monde. Donc tu sais qu'il faut que... que tu te laisses peut-être plus aller, à voir où ça te mène, tu t'engages, en fait tu t'engages plus rapidement. T'as moins de problèmes d'engagement que dans les grandes villes, où c'est la croix à la bannière pour se mettre en couple. Ce que tu dis sur la façon d'aimer, après de construire son couple une fois qu'on a trouvé l'amour, et les sentiments, finalement les différences sont... pas énorme, non, ouais. Mais c'est plutôt sur la rencontre. Donc là, je me suis permis de créer un petit titre. C'est swiper comme jamais. Ouais. Pour aimer, faut déjà se rencontrer. Et ma grand-mère, c'est véridique, hein, me disait « Va au bal trouver un mari ». Littéralement. Est-ce qu'aujourd'hui, refuser d'être sur les applis, c'est être hors du game ? Franchement, j'ai l'impression. En fait, c'est hyper paradoxal parce que on est dans une ville où... Et c'est que des paradoxes, en fait, cette enquête, j'ai l'impression. Mais t'es dans une ville où t'as 44... Maintenant, t'as même 50% d'adultes célibataires à Paris, au dernier chiffre de l'INSEE. À la sortie du Covid, t'avais 8600 bars, salles de concert, restos... tout est fait pour qu'on se rencontre. Vraiment, et qu'on se rencontre de manière organique. Et pourtant, c'est aussi dans les grandes villes, ou en tout cas à Paris, qu'on est le plus sur les applis. Et en fait, la rencontre, aller voir l'autre, est vraiment, tu vois, le truc où t'es dans un bar, tu vas aller parler à l'autre et le truc va partir de là. J'ai l'impression que c'est plus difficile. On perd en spontanéité, en humanité, et on est là derrière son téléphone, un peu comme un refuge, où on garde l'anonymat et peut-être aussi le contrôle de la situation. Puis le temps aussi. En fait, dans les grandes villes, t'as moins le temps de la rencontre. À un moment même, il y avait une étude qui disait que les cadres parisiens travaillaient plus longtemps dans la semaine qu'ailleurs en France. Et du coup, après tu pars dans les transports. Et t'as aussi une vie sociale qui est plus remplie parce que les opportunités sont plus remplies. C'est un autre mode de vie. Et donc du coup, même si tu as énormément d'opportunités de rencontres, ce temps qui est consacré à autre chose que les faire, en fait, c'est pour ça que tu vas plus volontiers aller sur les applis. Et tu as le contrôle exactement, où tu dis j'ai tellement pas de temps que je vais essayer d'optimiser, tu vois. L'optimisation aussi, ça gangrène un peu l'amour. L'amour par algorithme, quoi. Exactement. Tu veux que ça corresponde à tes critères. Et en vrai, essentiellement physique. Et en fait, alors il y a les critères physiques, mais il n'y a pas que ça. Et c'est pour revenir sur elle cherche un CEO, c'est que il y a aussi toute une liste de caractéristiques professionnels, d'intérêts et tout, qui rentrent aussi dans la balance.
c'est vraiment un signe que alors l'amour, l'ubérisation de l'amour d'une part, mais aussi le capitalisme de l'amour, quoi. Enfin voilà, l'homme doit aussi correspondre à un idéal qui hyper capitaliste au final. Donc du coup, tout ça se mélange sur les applis. Je vais juste faire un petit clin d'œil à Amélie qui nous raconte dans l'épisode 67 de Ciao Paris que justement elle a quitté Paris grâce à Tinder et parce qu'elle était en vacances dans la Meuse chez ses parents et c'est là qu'elle a rencontré son amour. Donc c'est aussi possible. Il y a aussi des trucs très cool via les applis. Les applis, ça permet aussi de sortir de son cercle pro et perso. Donc c'est bien aussi. Comme l'anonymat, ça a un peu les mêmes avantages. C'est à l'image du livre, c'est tout en paradoxe et c'est pas du tout... la ville, c'est pas... On parle de beaucoup de choses qui la rendent complexe, mais il y a aussi énormément de choses qui la rendent libératrice et qui la rendent exaltante. Fatma, qui est assistante maternelle et que j'interroge, elle me dit bah oui, forcément, si j'avais habité à la campagne, je pense que ma vie aurait été meilleure. Mais parce que j'aurais eu plus de temps, parce que j'aurais eu un meilleur niveau de vie, parce que ça coûte moins cher, j'aurais moins couru partout et tout. Elle dit mais la ville, j'adore la ville, il y a du bruit, il y a du monde, on me reconnaît pas tous les quarts d'heure dans la rue, et c'est une vraie citadine et elle est consciente et lucide de ce que la ville permet et de ce qu'est la ville, à quoi elle contraint, quoi. Du coup, j'ai l'impression que la clé pour l'amour en ville, c'est de se ressaisir du choix que la ville nous offre, d'être à nouveau actrice ou acteur de ça, en tout cas tenter de s'émanciper par rapport à ça. Et surtout, d'un point de vue purement citadin ou rural, d'essayer de mettre un petit peu des comportements qu'on a en dehors des grandes villes, donc du temps qu'on a davantage peut-être à la campagne. Et encore une fois, je dis pas la campagne de manière condescendante car j'en viens. Je viens en tout cas de région. I'm from la campagne. Voilà, vive la Haute-Savoie. De s'accorder un peu cette espèce de bulle de temps et de douceur et tout qui nous permet de mieux se protéger de la ville et de ce qu'elle peut avoir de surstimulation, quoi. Mais c'est pas quitter forcément la ville. Là, tu es en train de répondre à mes conseils à donner là de ton expérience du livre. En quoi ça peut perturber le couple de changer de ville? Parce que là, nos auditeurs, auditrices s'apprêtent ou en tout cas se questionnent ou sont déjà partis de Paris. En quoi ils vont être perturbés? Le fait d'arriver dans un endroit moins bondé où c'est plus calme et plus dans une routine où tu es plus avec les tiens finalement, tu es plus face à ton mec ou à ta nana, face à toi, en famille, un peu en vase clos, le temps que tu recrées des liens et tout ça. Tu peux arriver sur un constat de « bon, et maintenant ?» Et puis, faut se faire à cette routine, faut se faire à ce mode de vie plus calme et plus fait de soirées juste en famille, je pense. Et puis, être adulte et recréer des liens amicaux adultes, ça peut aussi être challengeant. Mais faut juste le savoir. Faut savoir qu'il y aura forcément des ajustements à peut-être plus voir ton mec ou ta meuf. Mince, on annule tout. On annule tout. Pour que ça réussisse, il faut être conscient que c'est un changement et réussir. Mais c'est comme tout, à pas forcément projeter une espèce, pas idéaliser quelque chose qui sera forcément merveilleux, bucolique. Tu veux dire qu'il faut pas que je fantasme Jean sur une planche de surf, moi avec des pâquerettes dans les cheveux et un gâteau basque, l'attendant avec des enfants propres, sages, qui jouent dans le sable calmement, ayant un petit verre de blanc à la main à l'heure de l'apéro? En fait, dans ce que tu viens de décrire, je pense qu'il y a deux choses qui seront vraies. C'est Jean sur une planche de surf et toi avec un verre de vin. Ok, c'est bon. En quoi la lecture de ton livre, du coup, peut aider nos auditeurs qui vont dire ou ont déjà dit Ciao Paris? Je pense que ceux qui n'en pouvaient plus de la ville vont pouvoir être contents, vont trouver réconfort et toutes les raisons pour lesquelles la ville leur tapait sur le système. Et en même temps, peut-être mieux la comprendre et se dire que la campagne, ce sera pas non plus que rose, mais pareil, avoir une vision peut-être un petit peu plus lucide de ce qui les attend et de la complexité des deux endroits qui correspond à la complexité des relations finalement, tu vois.
On entend souvent dans le podcast des célibataires dire que c'est dur de partir en solo. Et ceux qui sont en couple disent bah non, mais quand t'es à deux, du coup, il faut composer. Enfin voilà. Et de dire que c'est l'inverse, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est clair que c'est ce qui ressort vachement. C'est que tu te dis que pour faire les rencontres, il faut rester à Paris, sinon en fait tu finiras forcément dans une petite ville où tu t'enterres ou quoi, machin. Et en même temps, preuve est que même à Paris, y a beaucoup de gens qui veulent faire des rencontres et qui n'y arrivent pas. Donc je pense que c'est un peu, encore une fois, c'est un peu un mythe de se dire que si tu pars dans une petite ville, il faut forcément déjà être en couple parce que tu feras pas de rencontres, parce que je pense que c'est pas le cas. Si tu as envie de partir dans une petite ville, pour n'importe quelle raison que ce soit, vas-y et tu tomberas peut-être sur ton boulanger, ton voisin. Et il suffit d'une rencontre si tu as envie de trouver l'amour, quoi, et ce sera tout aussi chouette. De toute façon, il y a plus de femmes célibataires à Paris, donc le ratio est évident. On est à 113 femmes célibataires pour 100 hommes. Et quand tu rapportes au nombre de personnes qui se disent gays et lesbiennes, l'écart est encore plus grand entre le nombre de femmes célibataires hétéros pour le nombre d'hommes célibataires hétéros. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait plus de femmes célibataires. Donc en gros, franchement, faut partir, choper le boulanger, faire une vie de chocolatine. Et... Franchement, ouais. Mais après, je veux vraiment pas dire qu'il faut quitter Paris parce que c'est pas... mais attends, je suis un peu orientée. Hein. Ouais, bah oui. En tout cas, si l'envie de quitter Paris est présente, mais que le frein c'est je vais finir seule, alors que j'ai pas envie de finir seule, c'est pas vrai. Si tu avais 3 conseils à donner à celles et ceux qui partent de Paris pour être plus sereins en amour? Peut-être épouser un petit peu la lenteur de vivre qu'on trouvera davantage en dehors de Paris qu'à Paris. Après, je pense qu'à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg, la vie est quand même un peu frénétique, quoi. C'est quand même des grandes villes. Mais si on part pour des petites villes ou pour un milieu un peu plus rural, se dire que cette lenteur qu'on retrouve, il faut l'appliquer à nos relations. Donc, quand on rencontre quelqu'un, prendre plus le temps de découvrir la personne avant de se faire une idée, être moins dans une dynamique de rapidité, de besoin de tout de suite ressentir quelque chose de très fort, d'avoir tout de suite confiance aveugle. Et si c'est pas le cas, on passe à autre chose. Parce que déjà, en termes de densité de population, il y aura moins d'occasions de passer à autre chose. Et que surtout, l'amour, ça se construit avec le temps, la confiance, ça se construit avec le temps. Mais souvent, j'ai l'impression que tu laisses pas le temps à découvrir quelqu'un, et surtout en ville. Et ça, quand tu quittes la ville, je pense que c'est important de le faire plus. Donc, premier conseil, prendre le temps. Ouais. Deuxième conseil. Aller à la boulangerie. Non, mais en vrai, genre sortir, quoi. Enfin, tenter de rencontrer des gens, s'inscrire à... je dirais ma mère. Genre, je sais pas, tenter de rencontrer des personnes du même âge qui habitent dans le coin. Peut-être, tu vois, genre des trucs que tu n'aurais jamais... À Paris, tu as tellement de possibilités et en fait, on en fait la moitié. Donc, voilà, là, se dire que tu fais le max de ce que tu peux faire culturellement ou en termes d'activité. La fête du village où tu diras non, je vais quand même pas faire... Ouais. Non, mais... La salle polyvalente de Saint-Jean-d'Eau, on a vu passer plus de... Ouais, j'ai demandé 3 conseils, il va falloir que tu m'en sortes un dernier. Hein. Épouser le rythme, se forcer à sortir, faire des trucs qu'on n'aurait peut-être pas fait, ça c'est un super conseil aussi. Et en couple, accepter qu'il y aura des ajustements, accepter qu'on va se retrouver un peu face à l'autre et tout ça. Je sais qu'il y a des couples qui n'ont pas besoin de ça, qui sont très bien à être vraiment tout le temps ensemble et qui se suffisent. Moi, je sais que je peux pas, je sais que j'aurais besoin, personnellement en tout cas, d'avoir à la fois la bulle et le foyer, le noyau avec mon mec, nos enfants et tout, et à la fois me créer aussi mes habitudes à moi, des amis à toi et tout que tu peux voir. Mais ça, c'est très personnel parce qu'il y a des gens qui sont très fusionnels et qui font tout ensemble et ça leur va complètement. J'essaie de me poser la question à moi. Mais ça marche quand tu arrives dans une ville où tu n'as pas d'attache. Parce que tu vois, toi, au Pays Basque, vous avez des potes déjà. Oui, mais c'est ses potes à lui, tu vois. Donc je pense que de tout ce qu'on échange et tout, je pense qu'il y a un vrai sujet sur
de pas idéaliser son départ, de pas idéaliser sa relation, de pas voilà. Et cet enjeu en fait du rythme et de la bulle, se recréer une bulle à deux, se recréer une bulle seule, et s'adapter à un rythme qui va être différent dans les relations amicales, peut-être dans le travail, peut-être dans dans tout ce qui entoure ta vie, avoir conscience que justement, et c'est souvent ça qu'on cherche aussi, cette frénésie de Paris qui est fatigante, tu vois, parfois je dis j'ai hâte de sortir la tête de... En fait, c'est pas de l'eau, c'est je suis là... T'es dans une roue de hamster, moi j'avais vraiment l'impression de ça, t'étais dans une roue, t'étais lessivé. Et en même temps, nous, tu vois, on a un peu... Enfin, tu vas se dire, ok, il faut que je prenne le temps, c'est aussi un privilège parce que typiquement, je reviens sur le témoignage de Fatma, elle me dit mais moi j'ai pas le temps. Enfin, avoir le temps c'est aussi une chance et c'est un privilège quoi de se dire que tu as le choix d'avoir le temps et le choix de quitter Paris aussi parce que ça veut dire que ton métier soit tu peux le faire en télétravail, soit tu peux le retrouver ailleurs. T'as plein de gens. Ça implique une reconversion, ça implique de partir en indépendance. Du coup, c'est d'autres choix. Mais c'est chouette aussi. Quitter Paris, dites ciao à Paris. Voilà, tu me l'as fait dire. Pauline, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Écoute, que le livre trouve son public, que ça plaise à du monde. J'ai une personne qui m'a écrit en me disant, que je connais pas du tout, qu'elle l'avait trouvé par hasard dans une librairie, qu'elle avait commencé à lire et que ça l'apaisait de comprendre certaines choses. J'aime bien dire que c'est un livre féministe parce que c'est de comprendre un petit peu comment la société, comment les conditionnements par rapport à notre genre sont intervenus dans l'intimité et tout. Donc je trouve que c'est intéressant de comprendre ça sans se dire c'est comme ça et être fataliste et on peut rien y faire parce que c'est pas vrai, les choses changent et tout ça. Je trouve que c'est intéressant parce que du coup tu dis ok, maintenant que je comprends, je sais que c'est pas juste parce que moi je le ressens et juste parce que il faut que moi je change et ça a quelque chose d'un petit peu libérateur de se dire ok, il y a un fonctionnement sociétal qui fait qu'on va agir et penser comme ça, mais maintenant que je le sais, je peux reprendre un peu les choses en main. C'est hyper déculpabilisant, je trouve en tout cas. Et d'autre part, c'est empouvoirant, comme tu l'as dit. Ouais. Dans ton livre, tu utilises ce mot, ça me fait rigoler. Oui. Mais ça a cette double fonction. L'empouvoirment, l'empowerment, comme on dit, c'est quelque chose à la base qui a été pensé aux États-Unis et c'est la vocation d'être aidé par le collectif. C'est pas genre, non, t'as les clés, c'est toi qui peux toi-même avoir le contrôle de ta vie et du coup rajouter encore plus sur une seule Ça personne. Repose pas sur l'individu. Non, exactement. Mais c'est cool de dire que tu peux avoir le contrôle, quoi. Pauline, moi je dis ciao Paris. Toi, tu dis quoi ? Moi, je dis pas ciao Paris, moi. Enfin, pas complètement. Je dis un mix entre les deux. Je dis, tout est dans la nuance. Je dis garder un peu Paris, garder un peu la campagne. L'équilibre me va bien. Ce que j'ai adoré grâce à cet échange avec Pauline, c'est d'y voir plus clair, avoir une sorte de claque de lucidité sur l'amour. Ce qu'offre la grande ville et les petites villes, campagnes, mais aussi sur les conditionnements liés au genre et aux injonctions sociétales. Avoir le sentiment de reprendre le pouvoir sur nos comportements amoureux. L'empouvoirment. Oui, ce mot existe. C'est la traduction de l'empowerment. Et réaliser les ambivalences et paradoxes de l'amour en ville et à la campagne. Je retiens comme ça des bons conseils, qu'on soit célibataire ou en couple. 1. On peut sortir de cette posture de passivité de l'attente du prince charmant. 2. On peut essayer d'exister en dehors des applis de rencontre, qui sont des refuges d'optimisation de l'amour, même si oui, ça reste difficilement contournable. 3. Qu'en ville,
il faut profiter du choix qu'elle offre. Et dans les petites villes campagnes, il faut savourer la bulle qui laisse le temps aux sentiments de naître en douceur. 4. Qu'en couple, si on dit Ciao Paris, il faudra accepter qu'il y ait des ajustements parce qu'on va se retrouver face à l'autre et qu'on éprouvera peut-être le besoin de se recréer un écosystème à soi. 5. Justement, de sortir de l'anonymat, de se forcer à faire des activités, des rencontres, enfin des trucs qu'on aurait a priori pas forcément fait dans sa vie parisienne. Ça aide à se recréer un écosystème. Merci d'avoir écouté cette conversation. J'espère qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Valérie, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Instagram @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, C-I